Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission pour la suite des 100 jours. Nous allons aborder aujourd'hui un thème qui nous tient particulièrement à cœur et auquel nous avons porté toujours une attention très particulière, l'environnement et le développement durable. Nous allons faire donc un point. Bien que la nouvelle municipalité se dise écologiste, nous voyons peu de propositions pour l'instant. Peux-tu, Grégoire, nous rappeler ce qui a été fait lors du dernier mandat dans ce domaine? Oui, merci Maryse. Et puis, c'est vraiment un grand plaisir que de vous retrouver à nouveau pour cette seconde partie de notre émission. Maryse, tu as raison. Pendant ce mandat, la question environnementale a été pour nous extrêmement prégnante. L'environnement, c'était dans le cadre du développement durable. Et dans ce cadre-là, on avait plusieurs axes. Le premier axe, c'était notamment tout ce qui avait trait à la sensibilisation, à la pédagogie liée autour de l'approche environnementale. C'est important de le souligner puisque nous avons mis en place un certain nombre d'actions, comme Au Bonne Propre, comme le Salon des économies d'énergie, mais aussi Nature en folie, ou encore les Ripper Café. C'est important de montrer que le développement durable, c'est du concret, et c'est du concret que l'on peut faire chez soi, que la protection de l'environnement, la protection de la planète, c'est d'abord et avant tout des actions individuelles qui nous appartient d'impulser. Au-delà de cet aspect pédagogique, il y a aussi les réalisations que l'on a pu développer. Ces réalisations en termes de protection de l'environnement ont été nombreuses. Rappelons, Maryse, et ça faisait suite au combat que tu avais porté lorsque nous étions avant 2014, donc dans l'opposition, tout ce qui avait trait à la protection du Val-Joli. Et c'est notamment sous ton impulsion que nous avons dénoncé dès notre arrivée les différents programmes immobiliers qui devaient être construits dans ce Val-Joli pour en faire aujourd'hui cet espace vert, ce parc, partie intégrante, pleine et entière de la coulée verte. Deuxième grand axe, ça a été bien évidemment la réhabilitation du bois du Luy en réserve de biodiversité. Et ça, c'est important parce que Dieu sait si elle avait été décriée par toutes celles et ceux qui s'opposaient à nous et qui n'ont pas hésité à utiliser la démagogie la plus totale. Eh bien, cette réserve de biodiversité aujourd'hui, c'est un parcours qui est fortement apprécié et qui permet notamment d'apporter un vrai plus, un vrai poumon vert supplémentaire à notre ville. Et bien entendu, il y a le parc du Castel, qui est proche de la gare, qui a été le fruit donc d'une opération extrêmement longue à mettre en place. Et ce parc du Castel, qui là aussi a fait l'objet de tous les sabordements de la part donc de nos opposants, tous qui ont refusé de voter les budgets notamment, etc. Et bien, en dépit de cela, grâce à l'appui des équipes, nous avons réussi à l'ouvrir et bien entendu à en faire un espace attendu. Donc effectivement, sur l'aspect environnemental, voilà quelques exemples de ce qu'on avait fait. Nos engagements aussi étaient très clairs et nous tenons à les réaffirmer, notamment en ce qui concernait le fait que nous étions engagés à planter 1000 arbres grandes tiges au cours de notre mandat. On avait été, là encore, critiqué, chahuté sur ce sujet-là. On s'aperçoit aujourd'hui que bon nombre de communes, bon nombre de collectivités s'engagent de façon très précise sur de nouvelles plantations. Voilà, nous ne regrettons pas d'avoir été, là encore, très pro et même proactifs dans ces démarches environnementales. Voilà, Maryse, quelques petits points que je pouvais rappeler sur ce sujet. Alors peut-être maintenant, pour en parler, et si tu me permets Maryse, pour nous en parler aussi de façon très forte sur ces deux aspects, les aspects donc environnementaux, locaux, actions concrètes, et puis en même temps comment est-ce que l'on peut s'insérer dans un dispositif ô combien ambitieux qu'est celui donc notamment du plan de relance, eh bien je vais passer la parole à Laetitia Pelletier pour qu'elle nous présente ces deux thématiques. Laetitia, à toi. Donc oui, tout à fait, Grégoire. Concernant le parc du Castel, c'est vrai que c'est un parc qui a été mis en place avec l'ancienne municipalité. Des travaux d'aménagement ont commencé et devaient perdurer sur le nouveau mandat. C'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés avec en effet des accords avec la propriété voisine, avec aussi comment dire, un projet d'aménagement dans la continuité sur la rue Jean Jaurès. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ce projet est un peu mis à l'arrêt. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau du parc du Castel. Il y a peu d'entretien.
L'aire de jeu, pour lequel nous avions voté 60 000 euros pour l'achat de jeux et de mise en place, on ne sait pas où c'est. Et puis, il y a également, voilà, au niveau de la voirie et des pistes cyclables, on n'en sait pas trop. Voilà. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est un projet qui tenait vraiment à cœur l'ancienne municipalité et les Aubonnais aussi qui habitent à proximité, puisque c'est dans le quartier de la gare d'Hermont-en-Beaune, qui est malheureusement assez, je dirais, dépourvu d'espace vert. Le plan de relance, c'est quoi ? « 2020-2021 ». En effet, Grégoire, 100 milliards d'euros, dont 30 milliards d'euros au financement de la transition écologique. Comme tu l'as si bien dit, ce plan de relance, c'est à la fois sur l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Il y a un plan d'investissement pour tous au service de l'emploi et ayant pour objectif la transition écologique. L'écologie. On parle de rénovation énergétique des bâtiments, de décarbonation de l'industrie, de développer les mobilités du quotidien avec les mobilités vertes, la biodiversité et les énergies et technologies vertes. Pour ça, il y a des plans vélo, le développement des transports en commun, MaPrimeRénov' qui vous aide à la rénovation énergétique de votre logement. D'ailleurs, un site internet est dédié à MaPrimeRénov', maprimerenov.gouv.fr. Et il y a également des aides en faveur de la biodiversité pour des projets environnementaux. Ce plan de relance favorise également les circuits courts, notamment avec les cantines scolaires. L'agriculture biologique, en fait, tout simplement la transition écologique. En matière de compétitivité, on parle plus de fiscalité des entreprises, financement des entreprises et relocalisation de la production. Clairement, c'est plutôt un soutien financier aux petites entreprises ou plutôt gros industriels, au développement local des activités, que ce soit en effet en santé, en industrie, en électronique, agroalimentaire et tout ce qui est application réseau. En matière de cohésion, on parle plutôt de plan d'investissement santé. On est au niveau de la jeunesse, la formation, de l'emploi, avec un soutien aux collectivités territoriales, soutien aux personnes en grande précarité. Comment ? Avec la loi Ségur de la santé, médico-sociale, médecine de ville et numérique, tout ce qui est aide à la formation, parcours à l'emploi, et bien sûr, peut-être certains d'entre vous en ont profité, la majoration des allocations rentrées. Si vous êtes perdu ou vous êtes trop d'incompréhension, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous aider. Merci Laetitia. Grégoire, est-ce que tu peux nous rappeler l'impact de ce plan de relance sur les projets structurants ? Oui, Marie, c'est effectivement une très très bonne question. C'est vrai que 100 milliards qui sont disponibles donc, pour des projets qui sont instruits ou initiés donc, dans les 2 années qui viennent, c'est extrêmement important puisque ces crédits-là doivent être vraiment dépensés très très rapidement. C'est pour cela que sur Aubonne, notamment, on pouvait voir à travers ce plan de relance, on aurait pu voir comment inscrire la géothermie, notamment celle donc de la nouvelle école, l'école sud. On pouvait voir aussi en termes de solidarité comment accompagner un certain nombre donc d'investissements dans certaines résidences, notamment la résidence d'Angien. Donc il y avait pour la ville la possibilité d'utiliser, bien entendu, une partie donc de ces fonds, ce qui veut dire que cet argent-là ne sortirait pas de nos poches à travers les impôts, etc., sortirait directement du plan de relance, mais encore faut-il pour cela avoir donc des projets ou être propriétaire des installations. Comme dans notre ville, ce n'est le cas ni dans une hypothèse ni dans l'autre, c'est sûr que nous risquons très fortement de passer à côté de ces opportunités qu'il faudra ensuite, bien évidemment, payer d'une autre manière. Merci Grégoire. Enfin,
nous allons passer maintenant aux deux derniers points qui sont des points essentiels pour la vie de notre collectivité, à savoir l'économie locale et les finances. Sujet tellement important en cette période de crise sanitaire. Donc je passe la parole à Martine Charbonnier et à Philippe Ballois pour nous en parler. Merci Marie et Grégoire de me donner la parole. Je suis ravie, Philippe, de pouvoir échanger avec toi sur l'évolution de notre ville. Te souviens-tu du local du 16 avenue du Guggenheim, libre depuis 2 ans? Eh bien, la Chambre générale a proposé de s'y installer et la nouvelle majorité s'y est opposée. Dommage. Ils envisagent d'y mettre une supérette dont la clientèle ne va pas du tout avec la qualité des commerçants du quartier, qui est de qualité et très calme. Aujourd'hui, les commerçants ont besoin de souplesse. La période est très difficile pour eux et la priorité n'est pas de les ennuyer avec des problèmes personnels, par exemple. Il faut au contraire les soutenir. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, entre autres, l'exonération des droits de place afin de les accompagner. Il ne faut pas hésiter à innover pour aider les commerçants à faire du chiffre et nous avions envisagé de mettre en place une plateforme digitale sur laquelle les commerçants auraient pu exposer leurs produits. Le stationnement ne les aide pas non plus, puisque nous retrouvons aujourd'hui les problématiques de stationnement passé, les jours de marché, notamment le vendredi, où il est difficile de se garer près des commerces essentiels. Il n'y a plus de rotation. Le stationnement payant avait 2 objectifs. Libérer des places occupées par les non-abonnés et faire entrer de la trésorerie. Qui va combler la perte de ces 200 000 € essentiels au financement de la protection des équipements publics, notamment des écoles, qui correspondaient à près d'1,5 point d'impôt? Que peux-tu nous dire, Philippe, sur les finances de la ville, telles que nous les avions laissées et sur la partie? Bonjour à tous, bonjour Martine, merci. Effectivement, comme tu nous l'as bien signalé, ces parkings payants étaient une ressource pour la ville. Pas tant par les recettes des parcs-mètres qui, avec les 2 heures gratuites, étaient minorées, mais surtout par les recettes des verbalisations. Il faut bien savoir qu'avec le stationnement payant, 80% des recettes des verbalisations reviennent à la ville. En revenant avec un système de zone bleue, quel qu'il soit, on va inverser les choses. Seulement 20% des recettes de verbalisation vont revenir à la ville. Et effectivement, si sur le point politique, c'est très bien de dire on revient aux zones bleues, il faudra un moment financer ce manque à gagner. Le seul souci que l'on rencontre, c'est que ce manque à gagner, il n'est pas que sur des parcs-mètres. Nous avons aussi, et nous constatons un accroissement du personnel de la ville avec la nomination de plusieurs directeurs généraux adjoints. Alors, la masse salariale, qui est déjà de 55% du budget de la ville, va encore s'accroître. Alors, si on accroît la masse salariale, il va falloir réduire autre chose. Quoi? Comment? Et puis, là, on est sur une situation complexe avec la crise sanitaire. Beaucoup d'événements qui ont été annulés. Par exemple, un été à Aubonne, couleurs et saveurs d'automne, beaucoup de salons qui vont forcément cette année faire des économies. Mais on espère quand même que cette crise sanitaire, elle va s'arrêter et il va falloir repartir sur un rythme régulier avec des animations, de la vie dans la ville, et tout ça a un coût. Un coût qui va revenir. Et quand on supprime les recettes des stationnements payants, on accroît la masse salariale, où va-t-on chercher les recettes? Alors après, effectivement, il y a toujours la solution de faire appel aux abonnés, mais il me semble bien avoir entendu qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Nous avions laissé une trésorerie assez conséquente, 4 millions d'euros, ce qui permet de faire face, au premier temps, à tous les investissements. On aurait pu imaginer d'en profiter pour refaire des rues, qui est un engagement important, que les abonnés attendent. À ma connaissance, j'ai pas vu de rue qui avait été refaite, malheureusement. Mais il y a des choses qui encore sont assez importantes, notamment le projet de l'école sud.
On sait tous que c'est un besoin très important pour nos enfants, les enfants des Aubonnais, qu'il y a un problème de saturation des écoles et qu'il est nécessaire d'avoir une nouvelle école rapidement. D'un trait de plume, on a rayé 2 ans de travaux, 2 ans de projets, on repart à zéro. Mais c'est aussi plus d'1 million d'euros qu'on jette d'un trait de plume. 1 million d'euros, c'est énorme. On fait plein de choses avec et en quelques minutes, on supprime beaucoup de la trésorerie de la ville. Et ça aussi, il va falloir les financer à un moment, puisqu'on va les dépenser, ces millions d'euros. Parce qu'on est en train de nommer un programmiste qui va refaire des études, après un architecte qui va refaire le projet de l'école. Et tout ça, ça a un coût. Et qui est-ce qui va payer? Forcément, à un moment, c'est les Aubonnais. Alors, je ne sais pas comment. L'avenir nous le dira. J'espère que ce ne sera pas nos impôts, mais j'ai une grande peur de ce côté-là. Martine, veux-tu compléter quelque chose? Oui, je te remercie Philippe de me redonner la parole. Et effectivement, la concertation ne fait pas partie du fonctionnement de la nouvelle majorité, énormément, quels que soient les secteurs, mais cela reste bien abstrait et pourtant, il y a matière à agir. Pour l'école sud, pour la restauration scolaire et le stationnement, dans la mesure où ils veulent effectivement tout changer. Pour l'école sud, l'annulation de notre projet et les incertitudes concernant cette école nous préoccupent sérieusement. La mairie n'ayant de cesse de repousser tout projet sans donner de date et d'explications concrètes, de nombreuses familles sont inquiètes. Mais voilà, il ne se passe rien. Côté social, nous avons mis en place l'épicerie sociale en travaillant avec les associations, la Croix-Rouge, le Secours populaire et Saint-Vincent-de-Paul. Elle continue de fonctionner un peu différemment depuis la Covid-19, mais nous sommes heureux qu'elle continue de venir en aide aux plus démunis, surtout en cette période de crise. En revanche, nous avions sensibilisé les Aubonnais au Téléthon. C'est une cause qui nous tient à cœur. Il ne semble pas que la nouvelle équipe décide de venir en aide à la recherche. C'est bien dommage. As-tu autre chose à nous dire? Ben oui, bien évidemment. On peut aussi parler du gymnase Georges Hébert. C'est un gymnase qui, malheureusement, a rencontré des problèmes techniques dans sa période de construction. Nous avons, avec les assureurs, essayé d'avancer sur ce projet. C'est un projet qui avance, puisqu'il y a eu un accord sur un financement de la reprise des travaux 65%, ce qui n'est pas la totalité. Il va falloir compléter aussi ce financement à un moment, et puis poursuivre la procédure, parce que on attend toujours cette reprise de travaux, ça fait quand même un petit moment, et on aimerait bien que toutes ces associations qui attendent avec impatience ce gymnase puissent très rapidement, avec la reprise des travaux, profiter et avoir des conditions d'exercice de leur activité parmi les meilleures. Merci Martine et Philippe. Grégoire, peut-être quelques précisions sur les nouvelles mesures quant aux commerçants. Oui, effectivement, c'est important de le souligner. Donc nous avons été rencontrer les commerçants de la ville et beaucoup aujourd'hui s'inquiètent fortement des conséquences de ce confinement et des mesures extrêmement restrictives qui leur sont imposées. Ce qu'il en ressort notamment, c'est que pour un certain nombre, les situations de trésorerie sont extrêmement compliquées et que aussi l'accès aux différents mécanismes, notamment mis en place par l'État, est difficile. Je pense notamment au PGE. Il faut aussi savoir que bon nombre de leurs salariés sont aujourd'hui en chômage partiel, donc on a un vrai sujet sur les commerçants. Pour l'accompagnement des commerçants dans cette situation difficile, il faut savoir qu'au-delà de ces mesures, on va dire nationales, il y a des dispositifs aussi très concrets mis en place par la région. Et je voudrais notamment en citer deux. Il y a tout d'abord le fonds de résilience qui est doté de 100 millions d'euros et qui peut concerner tous les commerçants sans qu'il y ait de notion d'antériorité d'activité. On a vu, bon nombre de ces mesures nécessitent d'avoir au moins un an donc d'activité. Là, le fonds de résilience mis en place par le Conseil régional, lui, peut trouver à s'appliquer sans qu'il y ait cette condition et c'est un vrai plus. Il y a aussi le chèque numérique qui a été mis en place par la région à hauteur de 1 500 € pour faciliter tout ce qui a trait notamment
à la création de sites internet, à la formation à l'informatique, etc. Donc là aussi un mécanisme simple qui permet d'apporter un vrai coup de pouce. Et puis il y a toujours en lien avec la région une initiative mise en place par la CCI Paris-Île-de-France qui va se développer très rapidement, qui est la vitrine de Noël virtuelle et qui est gratuite pour les commerçants sous réserve que les communes adhèrent à ce principe, là aussi gratuitement, et qui permet d'exposer les objets, d'exposer les activités des commerçants à travers cette plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut directement commander sur cette plateforme, moyennant de mémoire 4 € si c'est livré par la poste, tarif fixe, ou bien aller directement les chercher chez les commerçants. Là encore, des mesures extrêmement solidaires, de proximité, mises en place par le Conseil régional. Et je crois que c'est important de le souligner parce que, là aussi, on le voit notamment dans notre commune, plutôt que de sanctionner, de vouloir chercher absolument à dire bah voilà, votre enseigne ne va pas ou je ne peux pas vous donner de local. Il importe d'accompagner les entrepreneurs, ceux qui prennent des risques, ceux qui font l'économie. C'est aujourd'hui la priorité numéro 1 en ce qui concerne une municipalité par rapport à ses commerçants. C'est bien comprendre que l'économie, on doit l'accompagner, on doit l'aider et on ne peut pas avoir de préjugés ou de dogmes. Plutôt que de dire non, il faut dire oui, j'accompagne vos projets. Ça, c'est pour nous fondamental. Et dans ce cadre-là, nous sommes tout à fait favorables à ce que, aujourd'hui, les commerçants, je pense notamment aux restaurateurs qui souffrent de plein pied, eh bien que par rapport aux commerçants impactés par le Covid, il y ait des mécanismes tout à fait exceptionnels qui sont mis en place, à titre de la solidarité, notamment par la commune. La commune peut tout à fait regarder comment prendre en charge, par exemple, les frais liés aux photographes qui vont mettre en valeur les produits sur les sites. La commune peut tout à fait estimer que les droits d'enseigne ne seront pas prélevés, ni les droits de place. C'est important aujourd'hui de trouver des mécanismes de solidarité forts vis-à-vis de nos commerçants, et ce surtout, comme l'a très bien expliqué Philippe et Maryse, que tu l'as rappelé, que la situation financière que nous avons laissée donne des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre, il faut savoir les utiliser pour faire autre chose que de la réhabilitation de la peinture dans les équipements collectifs, voire en mairie. Il s'agit aujourd'hui de savoir comment aider celles et ceux qui créent la richesse, parce que serait notre ville demain, lorsqu'on sortira du confinement, s'il n'y avait plus ces petits commerçants? Je pose vraiment la question, et je demande ici, en posant cette question-là, où est la priorité? La priorité, elle est clairement, et Maryse là-dessus, avec Martine, avec les uns et les autres, avec l'ensemble de l'équipe, nous partageons cette analyse. La priorité, elle est clairement d'aider les petits commerçants. En effet, Grégoire, merci de nous avoir donné toutes ces précisions que, effectivement, tout le monde ne connaît pas encore, peut-être. Grégoire, maintenant, en guise de conclusion, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point rapide sur l'avancement des travaux à Georges Hébert, sur peut-être la concertation au niveau de la ville, puisque la municipalité se targue de faire de la concertation à tous les niveaux. Ensuite, peut-être sur la résidence d'Angien et enfin sur la sécurité. Pour notre part, nous nous retrouverons dans une prochaine émission en abordant bien sûr tous les nouveaux points qui concernent notre ville au mois de janvier. Donc voilà, je passe maintenant la parole à Grégoire. Ok, merci Marie pour ce fameux teasing, comme on dit en termes de communication que tu domines si bien, et d'ores et déjà d'ouvrir sur cette prochaine réunion et sur les principales thématiques que l'on aura. Donc je serai bref pour ne pas tout dévoiler, mais tu en as cité quelques-unes. Bien évidemment, Georges Hébert. Georges Hébert, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux efforts qui ont été faits, au travail qui a été fait donc par notre équipe, notamment je pense sous l'égide de Philippe, en lien donc aussi avec Carlos, eh bien le protocole aujourd'hui a été signé. C'est facile à dire, c'est extrêmement compliqué à faire quand on se remémore qu'il fallait mettre d'accord des assureurs. Donc un grand merci au cabinet qui nous a accompagnés en termes juridiques, et surtout un grand merci à nos élus qui ont su impulser cette dynamique pour faire en sorte que la ville, qui n'est nullement responsable du retard et des erreurs de chantier, puisse prochainement bénéficier de cet équipement ô combien important. Donc ce protocole
a été voté en conseil municipal. Les travaux devraient reprendre. L'objectif d'avoir Georges Hébert ouvert en 2022 donc a été affirmé. Et bien là encore, nous en sommes très heureux, nous qui avons posé notamment les premières pierres de cet équipement. Nous en sommes très heureux parce que il faut aussi s'inscrire dans le cadre de la dynamisation sportive de notre ville. Ça fait le lien aussi avec l'école des Bussy, le gymnase. Ça fait bien évidemment le lien aussi avec les Jeux Olympiques de 2024. Deuxième sujet dont, Maryse, tu as parlé, à savoir la concertation. Cette concertation, elle est extrêmement importante. Elle a été mise en avant, mise en valeur, mise en évidence, mise en lumière, tout ce que l'on veut, par l'actuelle majorité. On s'aperçoit dans les faits que rien n'est fait. Il n'y a pas de concertation. Alors, là encore, et on en a déjà parlé, ce n'est pas possible de se réunir, c'est compliqué à faire, c'est ceci, c'est cela. Veut-on ou ne veut-on pas? Aujourd'hui, pour vous parler, nous vous parlons à travers les réseaux sociaux. Est-ce que ces réseaux sociaux peuvent ou non servir à faire de la concertation? Alors moi, je vais être très clair sur le sujet. Toute entreprise, toute collectivité, tout acteur, y compris tout particulier, est capable d'utiliser les réseaux pour communiquer. Le seul endroit où ça ne se fait pas, c'est au bon. Il y a quand même ici un vrai sujet. Et quand je dis un vrai sujet, c'est parce que ce sujet, il a été illustré par le fait qu'il n'y ait pas d'adjoint au numérique. Ce n'est qu'au dernier moment que le premier adjoint a été en charge du numérique. Et là, Maryse, je te rejoins sur ce que tu nous disais hier. Pas d'adjoint sur la santé. On n'a personne sur la santé, on n'a personne sur le numérique. Comment peut-on imaginer le monde de demain qui arrive? Troisième thème, et tu l'as dit, c'est la sécurité. Bien évidemment qu'elle est indispensable. Et je tiens ici à rappeler, on aura l'occasion d'y revenir, combien nous soutenons notre police municipale. Et quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que c'est nous qui avons décidé de la récupérer en compétence ville. Rappelez-vous à l'époque, nos opposants critiquaient en disant ça va coûter cher ceci ou cela. Heureusement que nous l'avons. Rappelez-vous à l'époque, quand nous avons décidé de l'armer. Ah non, c'est inadmissible, une police municipale ne doit pas être armée, etc. Heureusement que nous l'avons. Rappelez-vous à l'époque, oui, effectivement, nous allons recruter, etc. Ah non, c'est inadmissible, ça va grever les charges de personnel. Heureusement que nous l'avons. Et je le dis très franchement, oui, nous sommes fiers d'avoir récupéré en compétence ville une police municipale. Oui, nous sommes fiers de l'avoir armée et formée. Oui, nous sommes fiers de ce qu'elle fait. Et oui, nous attendons de notre police municipale qu'elle soit, bien entendu, constamment présente sur notre territoire, non pas sur d'autres territoires, comme cela est parfois évoqué, mais bien sur notre territoire, parce qu'il en va de notre sécurité. Et ça, je crois qu'il faut le souligner. Donc voilà, Maryse, quelques-uns des dossiers sur lesquels, là encore, il nous faudra revenir avec force et fermeté, parce que nous avons, et il faut le dire et le reconnaître, de vraies divergences sur ces sujets de fond par rapport à la majorité actuelle. Un autre sujet, et j'en terminerai là, c'est bien évidemment la résidence d'Angien, sur laquelle, là aussi, nous avons une vraie divergence de fond, puisque nous sommes pour l'acquisition de cette résidence et le lancement de travaux, a fortiori, rappelons-le, parce qu'il y a des fonds qui peuvent être mobilisés à cette fin. Donc nous nous retrouverons pour une nouvelle émission début janvier. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons donc à très bientôt. Merci Marie, et à bientôt à vous toutes et tous.